Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour le programme d'aujourd'hui, entre de nouvelles images à couper le souffle de la lune volcanique Io, le plus gros lanceur à poudre qui vient de décoller, la combinaison lunaire d'Artemis, New Glenn qui avance, un atterrisseur lunaire toujours en perdition et des échantillons d'astéroïdes, je ne crois pas prendre trop de risques en vous disant que nous avons encore été gâtés par ces derniers jours. Mais avant d'attaquer tout ça, je tenais à vous parler de quelque chose qui pourrait vous intéresser. Les 3 et 4 février prochains se tiendra à l'Euro-Expo de Lyon l'exposition Demain mais en mieux. Et quand je dis que ça pourrait vous intéresser, je ne rigole pas. L'exposition propose en effet au grand public, petit comme grand, de venir directement discuter avec des scientifiques, travaillant sur plein de projets différents et fascinants. Et le tout accompagné de plein de démonstrateurs et modèles à l'échelle 1-1. On retrouve par exemple un modèle à taille réelle de Perseverance et du petit rover franco-allemand Idefix qui roulera sur la lune martienne Phobos et décollera d'ici quelques mois. Vous y trouverez aussi le véritable démonstrateur Frog, qu'on peut considérer comme le premier prototype servant à la réutilisation de lanceurs en Europe, un véritable moteur Vinci qui propulse le second étage d'Ariane 6, et la révélation de concept d'un futur avion spatial européen. Et si l'espace n'est pas trop votre truc, sachez qu'on y parlera aussi de contrôler un jeu vidéo par la pensée, que vous pourrez admirer un véritable morceau du tokamak du projet ITER, qui créera des conditions comparables au Soleil pour enclencher la fusion nucléaire, qu'on parlera aussi de transport urbain autonome, d'impression 3D en apesanteur, et encore plein d'autres sujets. Et puis, comme c'est dans le cadre du festival Yggdrasil, ce sera aussi l'occasion de croiser un acteur de Camelot, la voix française d'Harry Potter, et de profiter de plein d'animations différentes. Je n'y serai hélas pas personnellement, à mon grand regret, mais j'avais envie de vous partager cet événement qui m'a tout de suite enthousiasmé. Allez, sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, alors je vous propose d'attaquer les actualités spatiales de ces derniers jours. Et pour commencer, je vous propose de revenir un petit peu en arrière, plus précisément le 30 décembre. Car c'était en effet un grand jour. Pour la première fois depuis le survol de Galiléo à une centaine de kilomètres en 2002, la lune de Jupiter, Io, allait en effet à nouveau être observée de près. La sonde américaine Juno, qui étudie Jupiter depuis 2016, a en effet survolé la petite lune de 3600 km à seulement 2500 km, les 1500 annoncés étant apparemment une erreur de conversion depuis les miles de la NASA. D'ailleurs, elle permet aussi de voir l'évolution du cratère volcanique de Loki Patera, le plus grand cratère d'Io qui a été formé par son volcanisme, le volcanisme renouvelant la surface effaçant malheureusement les cratères d'impact, cratère que vous voyez ici, la zone en noir prise par Voyager 1, et ici prise par Juno. Enfin, un second survol devrait encore avoir lieu tout aussi près le 24 février, avant que nous nous disions au revoir à Io pour plusieurs années. Les missions JUICE et Europa Clipper ne devraient en effet étudier la Lune que de loin, et aucune autre mission vers cette région du système solaire n'est hélas actuellement à l'ordre du jour, même si la communauté scientifique la réclame, et qu'on peut toujours garder espoir. Mais bref, on verra ça à l'avenir. Sur cette note un peu triste, je vous l'accorde, je vous propose de passer à un autre sujet qui aura lui aussi fait couler beaucoup d'encre. Les échantillons de l'astéroïde Bennu ramenés sur Terre le 24 septembre 2023. Alors, je vous la fais courte, mais ces échantillons allaient réserver 2 bonnes surprises et une moins bonne. Tout d'abord, une quantité assez importante de poussière allait se retrouver dans la capsule d'échantillons en bonus, et il allait falloir tout nettoyer méticuleusement. Ensuite, les échantillons allaient être estimés à plus de 200 grammes, contre une soixantaine espérée. La soixantaine, elle, fut atteinte en récupérant ce qui n'était même pas encore dans le conteneur. Malheureusement, le conteneur contenant le gros des échantillons allait lui réserver une surprise assez embêtante. 2 des 35 boulons devant être enlevés pour l'ouvrir allaient refuser de bouger, mettant la NASA dans une situation assez délicate, car vous vous en doutez, mais manipuler des échantillons d'astéroïdes est complexe. Afin de ne pas les contaminer ou les détériorer, hors de question de les exposer à l'air ambiant, à de la chaleur, de possibles éclats métalliques, bref, un peu tout. Pour couronner le tout, avant d'utiliser un outil, celui-ci doit être manipulé dans des conditions, comme vous le voyez, qui limitent sa taille, son poids, demandent des gants adaptés et donc une moins bonne prise en main. Bref, l'outil doit être validé par la NASA avant de servir. Et bien sûr, avant de faire tout ça, on le fait sur une copie de la capsule d'échantillons dans des conditions identiques, juste au cas où. Mais ce combat est désormais terminé. Les boulons sont tous ouverts et la fin de l'ouverture du conteneur est désormais proche. Mais bref, le 11 janvier, un autre événement assez important allait aussi se produire.
le lancement par l'entreprise chinoise Arianespace de leur lanceur Gravity One. Capable d'emporter jusqu'à 6,5 tonnes en orbite basse, le lanceur a décollé avec succès depuis un navire dédié en mer, non sans lui occasionner quelques dégâts, même si aucune image d'après le lancement ne circule. Gravity One emportait d'ailleurs lors de ce vol une maquette d'un futur projet de vaisseau cargo de l'entreprise qui pourrait ensuite évoluer en version habitée. Mais tout ça c'est encore loin. Mais bref. Ce qui fait surtout la particularité de ce lanceur, c'est qu'il ne compte que sur du carburant en poudre, donc solide, pour placer sa charge utile en orbite. Enfin presque, mais j'y arrive. Le premier et le second étage, tout comme le lanceur européen Vega, capable de placer 2,3 tonnes en orbite basse dans sa dernière version, n'utilisent en effet pas les carburants classiques et liquides. Bon alors il y a une subtilité, c'est que le troisième étage, qui termine de placer la charge en orbite, utilise, lui, du carburant liquide. En fait, une fois allumé, le carburant solide ne peut être éteint sur commande. Et quand on vise une trajectoire et une vitesse précise, eh bien, c'est hélas incompatible malgré les économies que ce type de carburant permet de réaliser. La particularité de Gravity One est surtout d'être le plus gros lanceur à poudre jamais lancé. Donc quand on parle de feux d'artifice géants, on parle de ça. Mais encore une fois, bref. Pour terminer avec Arianespace, si tout se passe bien, l'entreprise devrait inaugurer en 2025 son second lanceur Gravity 2, utilisant lui bel et bien un carburant liquide. Mais ça, on en reparlera encore. Dans un autre registre, et pour finir de parler de lanceur, on notera qu'on avait aussi droit à la publication de cette image montrant le second étage du futur lanceur New Glenn de Blue Origin, dont le vol inaugural est attendu au mois d'août. Pour l'anecdote, les moteurs qui équipent ce second étage, les BE-3U, sont une version adaptée des BE-3 qui propulsent leur lanceur suborbital New Shepard. Dans un autre registre, on notera que la NASA partageait aussi des images de la combinaison lunaire développée par Axiom Space et que les astronautes d'Artemis utiliseront pour marcher sur la Lune. Bon, il reste encore énormément de travail dessus, mais on commence à voir à quoi la combinaison ressemblera. Enfin, pour terminer l'épisode, je tenais aussi à revenir sur les malheurs de l'atterrisseur lunaire Peregrine, lancé lors du vol inaugural de Vulcan le 8 janvier. En effet, très rapidement après son lancement, une valve pressurisant un réservoir de carburant a en effet dysfonctionné, entraînant l'apparition d'une fuite de carburant. En fait, la valve permettait de faire monter la pression dans le réservoir, elle est trop montée, et ce qui devait arriver arriva. Désormais incapable de rejoindre la Lune, les équipes d'Astrobotic ont néanmoins réussi à plusieurs reprises à considérablement augmenter sa durée de vie, lui permettant même de parcourir la distance séparant la Terre de la Lune, même si notre satellite n'était pas encore bien positionné. Cela permit néanmoins de vérifier le bon fonctionnement d'un paquet de charges utiles embarquées et de récolter quelques données sur l'environnement lunaire et les radiations, qui sont, précisons-le, relativement inoffensives. Mais malheureusement, l'épopée touche à sa fin, l'atterrisseur en effet considérablement dévié de sa trajectoire et semble désormais prêt à s'écraser au large de l'Australie le 18 janvier, signant ainsi la fin d'une mission qui aura joué de malchance. Même si en théorie une correction aurait pu être effectuée, le choix semble désormais fait de ne pas sauver l'atterrisseur afin de ne pas créer de débris spatiaux supplémentaires, le gros de sa mission étant quand même un succès. Enfin, on s'est compris. En espérant bien sûr que leur prochain atterrisseur fasse mieux, et en souhaitant aussi bonne chance au prochain atterrisseur à se poser ce vendredi, à savoir le japonais Slim, mais ça on en reparlera encore. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.